Bon, bonjour à tous et à toutes. Heureux d'être là en tant que président du syndicat mixte des dunes sauvages de Gavre-à-Quiberon. C'est une expérience et puis faire un état des lieux, puisqu'on vit un moment privilégié, puisque déjà, on peut vous dire qu'on n'attend plus que la signature du ministre. Vous êtes dans un lieu privilégié, puisque vous êtes au cœur d'un grand site qui aura le label Grand Site de France. Donc, ce qui montre bien que pour arriver à cette distinction qui nous réjouit, nous les élus de Plouhinec, je suis le maire de Plouhinec, les élus de Quiberon, les élus de Saint-Pierre-Quiberon, dont je salue l'ancien maire qui est devant moi et qui a été aussi au début, dans les années 97, président du syndicat mixte, dont une manière de saluer Michel Carvadec, la commune de Ploirnel, la commune d'Erdevenne, Étel, Plouhinec et Gavre, via l'Orient Aglo, qui est le grand pays de l'Orient. Donc cette commune, depuis 1997, vous voyez, on est à l'échéance d'une bataille de 25 années de mobilisation pour redonner une physionomie acceptable. Vous avez l'image, effectivement, elle est spectaculaire, mais c'est pas si simple que ça, dans la mesure où c'était un lieu où il y avait des extractions de sable, où il y avait des déchetteries en pleine nature, où il a fallu restituer toute la qualité du paysage, et c'est la volonté politique de cette commune et des maires de cette commune, quelle que soit leur sensibilité politique, qui ont amené à construire un dossier pour présenter à la Commission supérieure des sites et des espaces à Paris le dossier label Grand Site de France. Donc, on l'a obtenu à l'unanimité de la Commission, et ça, je m'en réjouis. Et je me réjouis d'une part pour les communes qui se sont mobilisées, pour les grands propriétaires aussi de ces grands sites. Dans ces grands propriétaires, il y a le Conservatoire du Littoral, il y a l'ONF, il y a le département du Morbihan, et surtout, la préservation de ces grands espaces a été le résultat d'avoir la présence de l'armée sur le site. Effectivement, il y avait ce qu'on appelait le gerbam, le tir de Gavre, et que c'était un espace protégé dès le départ, et que dans les années 70, on a su, moi j'étais pas là à cette époque-là, mais il a été pris la décision que tout promoteur immobilier était évidemment expulsé, parce que les projets sur Alabaule, sur le littoral vendéen, il y avait des espaces tout à fait prédisposés pour avoir des marinas et pour avoir des bâtiments pieds dans l'eau. Donc, grâce à l'armée, ça a été préservé, mais j'en profite pour dire aussi que l'armée n'est pas un obstacle à l'obtention de ce label Grand Site de France, parce que l'armée, et de la même façon, est condamnée aussi à tenir compte des obligations de la biodiversité, de l'obligation de la préservation de la nature, de l'environnement, des paysages. Et ils ont un correspondant qui, avec nous, travaille pour que parce que le champ de tir, qui était autrefois le gerbam, une expérience de munitions, est devenu la base d'entraînement des forces spéciales françaises qui interviennent à l'étranger dans les cas de la guerre actuellement, que ce soit au Mali, que ce soit dans la bataille des narcotrafiquants. Et c'est là qu'ils sont en formation, et c'est les FUSCO, ce qu'on appelle les FUSCO, les commandos marines et les fusiliers marins, qui s'entraînent là. Mais ce n'est pas un handicap, c'est une question qu'on a eue à la Commission supérieure des sites, pensant qu'il y avait eu un paradoxe et une opposition entre les deux dossiers. Non, on a pu trouver et expliquer que grâce à eux d'abord, le site a été préservé, et dans leur capacité à collaborer avec nous, on a pu les associer au dossier. Notre problème des maires, enfin je vais le dire, je vais rapidement, parce que je laisserai la parole à Christophe, qui est le technicien et le directeur adjoint du Grand Site. Le problème a été, premièrement, de faire en sorte que les communes travaillent ensemble. C'est pas évident. Il y a 3 intercommunalités qui sont concernées par le Grand Site. Il a fallu dépasser les intérêts personnels et penser qu'on n'était pas là pour défendre sa commune, mais on était là pour défendre les qualités paysagères et les qualités environnementales et les qualités de préservation de la biodiversité sur les 7 communes, au-delà des intérêts de chacun. Parce que l'idée, par les temps qui courent, c'est que chacun travaille pour sa paroisse et n'arrive pas à transcender toujours sa volonté de partager avec les autres. De ce côté-là, on a réussi, au-delà des sensibilités politiques, à avoir une politique commune. Et ça, c'est un acquis qui me paraît important. Deuxième chose qu'on a eu en tant qu'élu à défendre, c'est que beaucoup pour la population et même pour les pratiquants sportifs comme vous, pensant que le label Grand Site de France pourrait être un obstacle au développement des activités nautiques. Alors que nous, on a toujours défendu que
avoir ce label, c'est pas pour sanctuariser un lieu, c'est au contraire lui donner du prestige, lui donner la notoriété, et avec intelligence, l'intelligence humaine doit permettre aux uns et aux autres de trouver les modes de fonctionnement pour éviter les conflits d'usage. Parce que ça, c'est un vrai problème sur nos territoires, c'est le conflit d'usage. S'il y a la volonté de dialogue, c'est la volonté de discussion, on trouve des solutions. Moi, personnellement, dans ma commune, à l'entrée de la Ria d'Etel, il y a un spot particulier pour les plongeurs. Les plongeurs qui arrivent en masse sans tenir compte du respect de l'environnement, sans tenir compte de la population qui est habituée à avoir ses habitudes, ne pas arriver là en commando avec les voitures qui mobilisent les parkings, qui descendent les bouteilles de plongée, qui occupent le territoire, qui se déshabillent largement au vu et au su des enfants. J'ai eu ces problèmes-là à régler, qui en plus de ça ne respectent pas les conditions de plongée, où il y a des bateaux, il y a de la navigation. Je peux vous dire, il y a eu des conflits qui auraient pu être des occasions de violence, mais il a fallu mettre du dialogue, et je crois que la volonté, on a des sites exceptionnels, hein, là, c'en est un exemple, on a des sites exceptionnels, mais s'il n'y a pas une volonté de part et d'autre de participer à un dialogue et trouver des solutions pour faire en sorte que la cohabitation, que les conflits s'atténuent, je crois qu'on arrive à des difficultés. Et je crois que le regard qu'on a notamment sur la partie Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon, Ploarnel, où le surf est très développé, le kitesurf est très développé, comme la petite mer de Gave d'ailleurs. On a aussi ces petits problèmes de protection de l'environnement avec la biodiversité. Donc s'il n'y a pas cette volonté de dialogue, c'est un vrai problème. Je le dis en vrac, difficulté pour avoir une cohérence d'équipe, c'est acquis. Difficulté pour faire cohabiter des pratiques sportives tout à fait différentes et préserver l'environnement, c'est acquis aussi, puisqu'on travaille, je vais revenir sur les relations de l'école de voile avec le grand site, mais on travaille de la même façon avec la gendarmerie, puisque l'été, nos sites, on essaye de le préserver par la brigade équestre avec la gendarmerie nationale, qui pendant 2 mois assure la sécurité des citoyens, mais assure aussi les bonnes pratiques et les bons usages des sports nautiques sur le site. Mais de la même façon, notre partenariat se développe avec ce qu'on appelle le SPIB, le service judiciaire de l'Orient, pour permettre à des prisonniers, de temps en temps, de venir respirer le grand air du grand site dunaire et apporter aussi leur contribution citoyenne au nettoyage des plages, à l'aménagement de Ganivelle. Ça paraît un élément important. Nos chantiers d'insertion de la CCBBO, qui est la communauté de communes de l'autre côté d'ACTA, où les chantiers d'insertion, où les jeunes ou les adultes en fragilité donnent aussi de leur temps pour travailler pour la rénovation du fort de Port-Punce, pour la pose de Ganivelle. Enfin, il y a une dimension humaine, une dimension sociale qu'on veut garder dans notre environnement. Et cette dimension humaine et sociale, pour moi, est symbolisée par 2 choses. Au cœur du grand site, il y a une propriété du conservatoire littoral qui est la maison où a vécu de longues années Germaine Tillon, qui est au Panthéon. Et cette femme-là a choisi expressément ce site au bord de la petite mer de Gave, qui donne directement sur l'Atlantique, parce qu'elle était sensible à l'environnement et était sensible à préserver l'environnement pour que les jeunes, notamment de la commune de Plouhinec, puissent être formés et associés à la défense des valeurs environnementales. Germaine Tillon d'un côté, et trois exemples que j'ai envie de vous donner aussi pour montrer comment la population dans le site dans lequel vous vous trouvez est une population qui est très très sensible à la défense de l'environnement et qui a facilité aussi notre dossier de présentation. Ça a été dans les années 70-80, la grande bataille pour empêcher une centrale nucléaire sur le site d'Erdevenne. La population est montée au créneau d'une manière puissante, si bien que, de par un engagement citoyen, la centrale nucléaire n'a pas pu se faire. Deuxième bataille, je l'ai connue, c'est au début de mon mandat en 2008, c'était le groupe Lafarge qui avait un projet immense d'extraction 600 000 tonnes de sable entre Quiberon où le site dunaire est Groix, 600 000 tonnes d'extraction de sable tous les ans. Et effectivement, la population, les marins, les défenseurs de l'environnement, les communautés aussi, les communes locales, ont vu la dérégulation du cordon dunaire à travers cette extraction de sable. Il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont pu se réfugier
se réfugier, se réunir sur le site de Querillo et Erdevenne, et il y a eu une mobilisation extraordinaire. Troisième exemple aussi, c'est le TK Bremen qui s'est échoué sur, c'est dans les années 2014 ou 2015, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, ou un 24 décembre ou tout auprès de Noël, un pétrolier s'échoue sur la plage d'Erdevenne, et il y a eu une mobilisation de la population, une mobilisation de toutes les instances locales, départementales et nationales pour effacer du paysage, tous les dégâts que ce pétrolier avait pu amener, et ça a été exemplaire, et je dois dire que le syndicat mixte du Grand Site Dunaire, peut-être qu'on vous en parlera cet après-midi si vous faites une visite, on a restitué l'ensemble de la dune en 2 temps, 3 mouvements, parce que tout le monde s'y est mis, et actuellement, je vous mets au défi de savoir où le bateau était échoué, et voir que la nature a repris ses droits. Ce qui veut dire aussi que quand on fait un effort, et quand il y a la volonté de respecter l'environnement, et qu'on est convaincu de cela, il y a possibilité de maintenir la qualité de vie, la qualité de la biodiversité sur un secteur comme le nôtre. En tout cas, c'est la volonté politique des élus des 7 communes. Ils acceptent tout à fait cette démarche. La population est associée. Le financement de notre syndicat, c'est à 50% les communes qui financent. Ça représente 7,40 € par habitant. Donc c'est quand même une somme importante. Et les difficultés financières qu'on a pu connaître il y a quelques années ont été compensées par le fait que le conseil départemental est venu dans notre syndicat et finance à hauteur des communes le fonctionnement du syndicat. Donc, si bien qu'on est en bon état de marche, et ce qui nous permet d'avoir une direction effectivement compétente, et une catégorie de personnel à qui je tiens à rendre hommage, ce sont les gardes du littoral. Les gardes du littoral sont les nouveaux métiers de demain. Ce sont les vigies qui, sans arrêt, sont en contact avec la population, qui font de la pédagogie, qui font de l'explication, qui font aussi parfois un peu de répression, parce qu'il faut préserver les dunes, on ne peut pas faire du quad sur les dunes, c'est interdit. Enfin, les gardes du littoral, c'est un nouveau métier avec lesquels même des sportifs comme vous, qui êtes là et que vous auriez à rencontrer, ils peuvent vous expliquer les zones sensibles, les zones à préserver, parce qu'il y a une petite fleur, mais il ne faut pas toujours ironiser sur la petite fleur, elle peut avoir une valeur sur la laisse de mer, sur le fameux gravelot à collier interrompu, qui fait un peu la valeur importante de notre territoire. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais vous dire aussi que, pour terminer, que d'être classé Grand Site de France et avoir le label Grand Site de France n'est pas un handicap pour le développement des activités sportives, mais si tant est qu'il y a une volonté de collaborer ensemble, de travailler ensemble, c'est au contraire un plus qui doit valoriser le développement économique, touristique, environnemental et bien sûr économique bien sûr de notre territoire. Je terminerai simplement en laissant la parole à Christophe Le Pimpec, mais j'avais une autre idée qui vient de m'échapper tout d'un coup, que je voulais encore vous faire passer comme message. Oui, un point, que ça concerne l'École nationale de voile. On a été l'objet, début octobre, d'une inspection générale par l'inspecteur général de Paris qui est venu faire son rapport pour obtenir le label Grand Site de France. Il a rencontré tous les partenaires, et M. Cabri, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a rencontré votre direction, et je dois dire que dans le rapport qui a été dit au Conseil supérieur des sites, dans le rapport, il est notifié la chance qu'on a d'avoir sur le grand site l'École nationale de voile, parce que c'est un plus pour le développement de notre communauté, de notre syndicat. Donc, dans un rapport très positif, merci monsieur, j'arrive pas à imprégner votre nom, monsieur Rondet, c'est ça, non? Bon, ça va, je ne suis pas trop là, Rontet, ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Mais en fin de compte, l'École nationale de voile a été reconnue comme étant un partenaire privilégié pour le développement et pour la pérennisation du grand site des dunes sauvages de Gavra-Quiberon. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le Formal. Et merci à l'ENV de nous offrir une tribune pour présenter notre territoire et notre projet de Grand Site de France. Bon, cette présentation PowerPoint a pour vocation d'illustrer un petit peu tout ce que vient de dire en substance monsieur le Formal, qui a déjà dressé pas mal d'éléments en ouverture.
Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu le territoire pour que cet après-midi, vous compreniez un petit peu mieux le contexte dans lequel vous êtes lors des visites de terrain, et pour vous montrer aussi le parcours, d'où on vient, dans quel état était le site avant, ce qu'on a pu faire pour l'améliorer, et en définitive, pourquoi on s'intéresse au sport nautique aussi, et d'où vient le partenariat avec l'ONV. Donc comme il vous l'a été présenté précédemment, donc notre grand site de France s'étend de Gavre jusqu'à Quiberon. Donc on part de la rade de l'Orient en gros jusqu'à la pointe de Quiberon, sur toute cette frange littorale. Ça représente 35 km de côte d'un seul tenant, sans urbanisation massive, et ça c'est sa singularité à l'échelle de la Bretagne, puisqu'il n'y a pas d'autres massifs dunaires. Ça en fait le plus grand massif dunaire de Bretagne. Donc voilà, une vue aérienne un petit peu par-delà la Ria d'Etel qui est au centre du territoire, et la côte sauvage, donc un autre type de paysage qui termine l'extrémité du grand site. Donc tout le dispositif Grand Site de France est basé sur deux choses au départ: la qualité des paysages et sa qualité et sa singularité pour sa biodiversité. Donc c'est ce qui a été démontré aussi à la Commission supérieure des sites, cette valeur paysagère. Donc je vais essayer de passer rapidement sur les diapositives, il ne faut pas être trop long. Donc avec des particularités géomorphologiques qui ont conduit à une multitude de paysages singuliers et bien préservés. C'est un site qui est reconnu d'un point de vue réglementaire pour ces qualités-là depuis longtemps. Donc la loi qui a initié un petit peu cette question de valeur paysagère, c'est la loi de 1930. Et vous noterez que dès 1936, toute la côte sauvage, la côte sur Quiberon et Saint-Pierre-Quiberon, a été classée donc dès 1936 sur 139 hectares. Et progressivement, l'intégralité du site a été classée. Donc ça, c'est vraiment la base réglementaire du dispositif de labellisation Grand Site de France. Et actuellement, la partie centrale qui était en cours de classement là, va être classée également pour 2019. Donc sur le secteur d'Erdevenne et de Pleurnel. Parallèlement, donc ça c'est pour le volet paysage, et parallèlement à ça, le volet biodiversité a également été reconnu, notamment par des directives européennes et le dispositif Natura 2000. Donc là, comme vous le voyez aussi sur la carte en vert, l'intégralité du littoral est classée et reconnue au niveau Natura 2000. Donc c'est l'autre composante du syndicat mixte qui traite aussi ces questions de biodiversité. Donc vous voyez, il y a une richesse phénoménale avec 700 espèces végétales. On trouve sur notre site plus d'un tiers de la flore armoricaine, et on a par exemple 4 espèces protégées au niveau européen, en nombre important, c'est-à-dire qu'on a des stations d'espèces avec des effectifs conséquents, et on a une responsabilité de conservation de ces espèces à l'échelle de notre site. Alors pour vous illustrer rapidement, ce sont des espèces qui sont relativement discrètes, qui ne sont que l'usager lambda non initié ne va pas forcément percevoir en traversant le massif dunaire, et pourtant ce sont des raretés à l'échelle de l'Europe. Donc c'est tout notre travail aussi de faire prendre conscience aux usagers de cette valeur de biodiversité. De même au niveau de la faune, M. Formal parlait du gravelot à collier interrompu en haut à gauche. Donc c'est un petit oiseau migrateur qui vient faire escale sur nos plages et qui niche en haute plage, et qui est incessamment dérangé par les allées et venues des différents usagers. Donc la flore et la faune est relativement discrète, mais de très grande valeur sur ce site. En parallèle, M. Formal vous en a parlé aussi, on est sur un site qui dispose d'une maîtrise foncière assez conséquente, puisque quasiment l'intégralité du littoral est sous foncier public. Donc ça, nous avons des partenaires très importants pour pouvoir aboutir dans nos missions. Donc c'est le Conservatoire du littoral, qui est propriétaire du littoral sur la côte sauvage et sur Gavre et Plouhinec. Également le département par le dispositif des espaces naturels sensibles, et l'Office national des forêts. À cela s'ajoute l'armée qui était historiquement présente et qui conserve des portions complètes du massif dunaire, mais avec qui on est en partenariat aussi pour intégrer petit à petit de la gestion au niveau environnemental. Alors c'est un site qui est occupé depuis très longtemps. Donc là, j'en viens un petit peu à l'occupation par l'homme et l'évolution des usages. Donc c'est un site qui est traversé par toute une histoire qui est très ancienne, et dont on trouve les témoignages aujourd'hui encore bien présents sur le site.
Et rapidement, le grand site a été une destination touristique et le développement du tourisme balnéaire dès la fin du 19e a contribué à l'essor du tourisme de manière assez précurseur en fait. Alors par conséquent, les usages ayant progressé au fur et à mesure et s'étant intensifiés, dans un contexte pas toujours cadré, ce site a toute une période où il a été quand même relativement malmené. Et là, je voudrais simplement vous montrer des exemples de ce que c'était dans une époque encore assez récente pour vous montrer un petit peu les conséquences potentielles d'une fréquentation par exemple anarchique. Donc on voit ici des illustrations du camping qui se faisait un petit peu de manière sauvage dans les dunes. Là c'est la fréquentation touristique type années 80, donc où il n'y avait rien de cadré, on se garait un peu où on voulait, avec une fréquentation sur un tourisme plus de masse, avec des conséquences sur le stationnement, donc forcément ça déborde des infrastructures d'accueil. Là en vue aérienne on peut prendre davantage conscience de la multiplication des cheminements à travers le massif dunaire. Quand on parle de phénomène d'érosion, sur de la dune on a une fine couche de végétation et du sable en dessous, donc l'érosion va très vite et vous voyez ces parkings implantés au milieu du massif dunaire paraissent une évidence pour les usagers, mais quand on prend un peu de hauteur on se rend bien compte que c'est quand même des infrastructures impactantes potentiellement sur le milieu, avec des débordements à travers le massif dunaire, donc des traces de véhicules régulières. Là, c'est un exemple aussi sur la côte sauvage, donc vous voyez, on se garait très proche de la côte, avec des érosions très, très importantes qui conduisent à du ravinement et donc la perte des sols et donc une reconquête de la végétation qui est quasi impossible. En parallèle de ça, M. Formal vous en a fait aussi allusion tout à l'heure, nous avions eu des extractions de sable assez agressives dans le massif dunaire. Ensuite, les trous ont pu être rebouchés par d'autres pratiques qui étaient un peu moins scrupuleuses dans le début des années 70-80. Donc voilà, ça a servi aussi de décharge. Et effectivement, un sursaut, une prise de conscience dès les années 70 avec des fédérations autour d'événements comme effectivement le projet de centrale, le naufrage de l'Erika, l'extraction de sable ou le TK Bremen encore plus récemment, qui montrent que la population reste attachée à ce milieu, attachée à ce site et attachée à sa valeur initiale, quoi. Et également, du coup, une mobilisation aussi des élus locaux qui a conduit à la mise en place de ce syndicat mixte et de tout ce projet de territoire. Donc ça m'amène, j'essaie de ne pas prendre trop de temps David, ça m'amène à ce temps de reconquête sous l'impulsion de ce syndicat mixte, avec, comme vous le disait M. Formal, 25 ans d'action, de la prise de conscience jusqu'à l'obtention du label Grand Site de France tout récemment. Ça a été un long chemin appuyé sur différents programmes, à la fois sur des opérations Grand Site qui sont calées plus sur le dispositif site classé et label Grand Site de France, et aussi sur le volet que je vous ai montré tout à l'heure, Natura 2000, axé plus sur la biodiversité, avec des programmes européens comme le Life Nature qui a permis de financer pas mal d'actions sur le site. Donc ça a permis d'avoir une structure porteuse qui est établie sur une échelle de territoire qui n'est pas forcément évidente dans la lecture du paysage intercommunal au départ, et avec une équipe en action en permanence sur le terrain, une équipe de 10 agents avec des gardes du littoral, etc. Alors quelques exemples de requalification volontariste du site. Donc vous voyez le contraste sur la photo du haut, les années 80 et aujourd'hui. Donc c'est ce travail-là qui a pu être mené sous l'impulsion du syndicat mixte, avec bien sûr les partenaires que j'évoquais tout à l'heure, notamment les propriétaires fonciers, le Conservatoire du littoral par exemple, et d'aller vers un peu plus de canalisation et de la reconquête des milieux. Alors c'est ce qu'on appelle des opérations de génie écologique qui peuvent être assez empiriques ou pragmatiques par moment, mais vous voyez que ça fonctionne quand même relativement bien sur ces photos avant-après, où à partir du moment où on canalise, où on interdit certains accès, la végétation arrive à reprendre le dessus assez rapidement. Parfois l'érosion est trop forte et on a des dispositifs avec ce qu'on appelle des tapis coco, etc. pour permettre la reconstitution de sol et donc la reconquête de la végétation. Il y a eu également des reculs de parking qui étaient trop proches du littoral, qu'on a mis en arrière sur des zones moins sensibles. Ça nous a permis d'avoir une reconquête aussi du paysage. Les anciennes carrières qui ont été cicatrisées, on va dire, la végétation ayant repris ses droits également.
Et d'autres pistes en développant par exemple l'écomobilité, en amenant les usagers à fréquenter le site différemment, sans forcément venir en voiture. Donc notamment avec cette voie verte qui devra traverser l'intégralité du grand site sur les 35 km. Et également tout un volet éducatif avec des actions et un partenariat fort avec l'éducation nationale. Bon, j'en viens à notre partenariat spécifique sur les sports nautiques. Effectivement, c'est aussi, j'ose pas dire une problématique, mais ce sont des thèmes quand même qu'on doit traiter au niveau de notre grand site, puisque, bon, je vous ai expliqué là que quelque part, on est aussi un hotspot de biodiversité, comme David le disait tout à l'heure, il y a des hotspots de sport nautique sur notre grand site. Alors, depuis quelques années, on a quand même été témoin de l'essor des sports nautiques de manière relativement accrue. Donc, comme je le disais à l'instant, c'est un littoral qui est connu et fréquenté pour ses spots. Au départ, ce sont des pratiques qui sont éprises de liberté et de nature. Donc il y a aussi cette dimension sociale, le sport nature. Hier, je notais dans les études, notamment de Nicolas Lecor, que ce que vient rechercher l'usager sur notre site, c'est à la fois ce contact avec la nature, ce ressourcement avant la dépense physique pour faire du sport. Donc il y a quand même cette notion qui est assez importante. Il y a eu également une démocratisation, une diversification des pratiques. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé sur ce site, bon, il y avait du surf, mais après est arrivé le kitesurf, après est arrivé le stand-up paddle, et ainsi de suite. Donc il y a eu une diversification et une intensification des pratiques. Et on est bien conscient, nous aussi, Monsieur le Formal l'a bien dit, qu'il y a des enjeux économiques, à la fois avec un marché grand public. Bon, j'ai pris l'exemple de BIC parce qu'il y a une usine à Vannes, et puis l'effet Décathlon, entre guillemets, puisque aujourd'hui, bon, c'est un petit peu cette démocratisation-là. Chacun peut s'acheter une planche, s'équiper à coût relativement modeste et venir pratiquer gratuitement sur notre littoral, parce que l'accès au littoral est gratuit. Donc, et également des activités économiques locales, avec les écoles de surf. Bon, j'ai pris l'exemple de l'ESB avec qui on fonctionne aussi sur le grand site. Donc toute cette économie locale, on en a conscience et on n'est pas là effectivement pour la brider ou l'empêcher. Mais en même temps, on est sur un espace naturel fini dans sa dimension, dans sa capacité d'accueil, et réglementé, comme je vous l'ai présenté précédemment. Donc cette capacité d'accueil, elle reste limitée par rapport aux infrastructures. Les parkings que je vous ai montré tout à l'heure en photo aérienne sur Ploirnel, au milieu du massif dunaire, on ne pourra pas demain les doubler ou les tripler ou faire des parkings à étages ou des parkings souterrains, c'est évident. On ne pourra pas tomber dans le syndrome, que moi je dis, de la station d'épuration. Donc je m'explique, des communes littorales ont été obligées de s'équiper par exemple pour une station d'épuration de 75 000 équivalents habitants, alors que le reste du temps, ils en ont besoin d'une capacité de 10 ou 15 000. Nous, on ne pourra pas tomber dans ces excès d'infrastructures pour des pics d'accueil entre le 15 juillet et le 15 août. Donc on est obligé de penser le développement du territoire autrement et de trouver des alternatives pour accueillir nos usagers un peu différemment sur nos sites, mais en les accueillant toujours avec de la qualité. Par ailleurs, la sollicitation du site naturel est devenue quasi permanente. Avant, on observait ce qu'on appelait, nous, dans notre jargon, un repos hivernal, c'est-à-dire que après la surfréquentation estivale, bon, le site était un peu en repos, moins fréquenté, moins utilisé. Aujourd'hui, on constate que dès qu'il y a des conditions météo idéales pour aller surfer ou faire du kite, nos parkings sont pleins, même en plein hiver. Donc on n'a plus ces phases non plus de transition où nous on peut travailler à la reconstitution du site. Et il y a un contexte réglementaire qui existe et qu'on doit prendre en compte pour faire fonctionner ces usages. Donc j'ai la loi littorale, Natura 2000, on est sur le domaine public maritime, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus en termes d'infrastructure. Donc tout ça se base aussi sur la gestion spécifique du site qu'on peut faire avec les propriétaires et nous en tant que gestionnaires. Et notre travail sur le terrain a permis, et aussi par le cheminement qui est fait du côté des sports nautiques, hein, bien sûr, une prise de conscience des usagers qu'on compte soutenir et encourager pour préserver davantage. On s'est mis autour de la table pour réfléchir comment on pouvait s'organiser davantage et mieux pour que tout le monde y trouve son compte. Et ça a été ce travail sur les zonages des activités nautiques qui a donc commencé à Ploirnel et qui aujourd'hui s'étend
de Penthièvre jusqu'à la Ria d'Etel, avec une harmonisation des numérotations, c'est-à-dire qu'on passe pas d'un dispositif de zonage spécifique à une commune puis à une autre sans cohérence. Aujourd'hui, c'est harmonisé. Et quelqu'un qui va faire du char à voile, qui va démarrer sur une commune, va trouver une certaine continuité et une logique de zonage sur les communes voisines. La frontière n'est pas forcément visible quand on est sur la plage, bien entendu. Donc cet effort d'harmonisation a été fait avec une amélioration également de la signalétique sur la plage, avec des grands mâts qui indiquent les zones, avec les secteurs où ils sont. Et tout ça aussi avec le retour d'expérience des usagers qui nous disaient oui, mais moi quand je suis à l'eau, le panneau, vous l'avez mis, il est beaucoup trop petit, je le vois pas, il faudrait le mettre à tel niveau, etc. Donc on a adapté au fur et à mesure pour essayer de répondre aux attentes et aux besoins des sports nautiques aussi. Donc on est bien dans cette idée de concilier le développement des activités, mais aussi de préserver les milieux naturels. Et donc on le fait par ce type de dispositif, aussi par de la gestion qu'on peut dire passive, c'est-à-dire que quand on va mettre des ganivelles pour canaliser, et puis au lieu d'avoir 5 accès sur une même plage, on va en mettre que 1, les usagers vont finir par prendre cet accès, et on préserve à côté, mais l'usager s'en rend pas forcément compte, quoi. Il y a ce type de gestion, et à côté il y a le partenariat avec les écoles locales qui sont aussi des ambassadeurs qui nous font remonter, ils sont tout le temps sur le terrain parce qu'ils constatent, donc ils ont aussi une dimension de veille, de transmission, d'éducation. Donc on compte continuer ce partenariat avec les écoles locales pour améliorer ce contact avec les usagers. Et pour nous aussi, donc ça marche plutôt bien et c'est plutôt en bon développement. Mais l'enjeu d'avenir que nous on sent aussi, c'est la sensibilisation et la responsabilisation des indépendants et des extérieurs qui n'ont pas forcément connaissance de tout ce dispositif au départ. Donc notre partenariat privilégié avec l'ENV qu'évoquait M. Formal est né de tout ça. C'est un rapprochement mutuel et naturel qui date de près de 10 ans maintenant. On a cette chance d'avoir une école nationale sur notre territoire. On est confronté à ces problématiques par rapport au sport nautique, donc le lien était évident et heureusement qu'il a été fait. Et aujourd'hui, on travaille sur ces réflexions. L'idée, c'était d'échanger entre nos deux mondes, le monde des gestionnaires, naturalistes, on parlait d'hier des spécialistes qui font des comptages d'espèces, etc., qui sont un peu dans leur monde, et puis les sports nautiques, c'est tout un monde aussi, des activités, un jargon. Donc on avait besoin de mieux se connaître pour mieux se comprendre et mieux se satisfaire mutuellement par rapport à la fréquentation sur ce site. Donc il y a ce travail de fond avec l'ENV. Également des interventions dans le cycle de formation des futurs professionnels. Donc nous on intervient avec des collègues dans le cycle de formation des BP Surf et des BP Kite, où on leur présente un peu ce que je vous ai montré là, les avant-après, les interpeller sur comment le site était avant, pourquoi il y a une réglementation aujourd'hui, pourquoi c'est canalisé, pourquoi il faut respecter les aménagements. Et ça marche plutôt bien. On a eu d'anciens élèves qui ensuite sortaient en disant moi je veux monter une compétition de surf. Ils avaient intégré qu'il y avait un dispositif Natura 2000, des évaluations d'incidence à faire au préalable, et ils ont eu le réflexe de nous contacter ensuite pour monter leur projet, pour la phase autorisation réglementaire. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe d'intéressant de ce côté-là. Après, on reste un grand site littoral ouvert, un terrain d'échange, de formation et d'expérimentation. Du fait d'avoir l'ENV d'implanter sur ce site, on a eu la chance d'avoir des études qui ont été développées sur le terrain pour mieux comprendre les attentes des usagers. Il y a eu des études de perception, des études de fréquentation pour avoir plus l'étude SNAP de Nicolas Lecor. Il y avait 2 spots qui nous concernaient aussi sur notre territoire. Ça nous permet de mieux comprendre les attentes et ça nous ouvre des perspectives pour l'avenir. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre convention de partenariat avec l'ENV a été reconduite de 2018, là tout récemment, jusqu'en 2021. Donc voilà, je vais conclure. Les chantiers pour l'avenir, de notre point de vue, c'est passer de cette prise de conscience qui est faite, qui est en marche, sur cette prise de conscience sur la fragilité du milieu d'une part, mais aussi sur le fait que c'est le support économique, le support de l'activité économique, c'est-à-dire que le kitesurfer qui est sur cette photo et qui voit ce paysage, il vient là aussi parce qu'il a ce cadre-là, parce qu'il a une qualité de site pour pratiquer. Et je pense que ça, maintenant, c'est acquis aussi. Les futurs professionnels comprennent que ça, c'est aussi leur support de travail et leur richesse économique quelque part.
Donc on veut passer de cette prise de conscience à l'appropriation du site et des enjeux par les acteurs locaux. Et on reste bien sûr volontaire et candidat pour être un site partenaire pour la recherche. Bon, j'ai repris quelques thèmes qui ont été évoqués hier. Cette question du chemin cognitif pour créer l'engagement chez les usagers et la responsabilisation individuelle. Donc là, on voit bien qu'il y a une étape supplémentaire entre le déclic de la prise de conscience et puis l'engagement pour consommer entre guillemets le site autrement. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour aussi préserver les qualités et la richesse d'un site pour les futurs usagers, tout simplement. Donc on parle des générations futures, là j'ai parlé des usagers du futur, mais on voit bien que je pense que d'autres après nous seront heureux de profiter d'un site d'une telle qualité pour toujours s'épanouir en faisant des sports de pleine nature et des sports nautiques dans ce grand site. Donc en tout cas, c'est notre objectif commun avec l'ONV et c'est pourquoi on est heureux de travailler avec vous sur ces thèmes. Voilà, je vous remercie.